Bonjour à tous, donc la suite de la précédente vidéo sur notamment les isomorphismes. Donc justement, on en était à un début de caractérisation, c'est déjà une caractérisation en fin de compte, hein, mais en passant par les bases de ce qu'on appelle donc un isomorphisme. On avait expliqué que une application linéaire est un isomorphisme, autrement dit est bijective, si et seulement si, quand on prend l'image d'une base de l'espace de départ, donc de E, alors on obtient, donc je veux dire la famille qui est formée par les images des vecteurs de la base, on obtient une famille qui elle-même est une base de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire de F. Voilà, donc bon, c'est bien une équivalence, etc. Et donc on peut déjà voir ça comme caractérisation qui passe par les bases. On avait vu aussi au passage, puisqu'on s'en est servi justement, la caractérisation de la surjectivité, de l'injectivité d'une application linéaire, pareil, en passant par les bases, respectivement, si et seulement si la fameuse famille obtenue est génératrice de l'ensemble d'arrivées, ou bien, respectivement, si elle est libre. Voilà, donc on avait vu tout ça, c'est ce qui est à l'écran, hein. Et en fait, donc là, on va, pour terminer le grand 2, justement, on va voir finalement une autre façon de l'exprimer, mais en réalité, donc c'est ça qu'on appellera la caractérisation, parce que ça va être la façon la plus simple de l'utiliser. Mais en réalité, on a déjà tout démontré. On verra que la preuve, en fait, elle tombe en 4 lignes, hein, en utilisant ce qui a déjà été fait. Donc, on peut quasiment dire qu'on l'a déjà fait. Simplement, on va l'exprimer autrement. Donc nous justement, comment on va exprimer différemment ce qu'on vient, enfin comment on va exploiter même ce qu'on vient de démontrer, ben on va démontrer que dans ce cas, avec ce qu'on a déjà démontré, on va pouvoir affirmer que si les dimensions sont égales de l'espace de départ et l'espace d'arrivée, alors ben, finalement, pour montrer que une application linéaire, faut quand même déjà qu'elle soit linéaire, hein, qu'une application linéaire est bijective, si et seulement si elle est soit injective, soit surjective. Autrement dit, ça suffira dans ces conditions, c'est-à-dire quand j'ai les deux dimensions égales et que je sais déjà que que l'application est linéaire, il suffira de montrer la moitié en gros, c'est-à-dire soit l'injectivité, soit la surjectivité, puisque l'autre sera obtenu de fait. Voilà, grâce donc aux conditions qu'on a posées au départ. Donc on va démontrer ça, et on aura encore une autre façon de le formuler, c'est le théorème qui est juste en dessous, c'est tout ce que je dis est à l'écran là, hein. Donc si je ne mets pas les dimensions dans les hypothèses, que je mets juste f linéaire, bah, du coup ça revient à dire que f est un isomorphisme si et seulement si il est injectif avec les deux dimensions égales ou bien surjectif avec les deux dimensions égales. Ce qui est strictement la même chose que ce qu'on a dit juste au-dessus, mais exprimé différemment. Voilà. Donc démontrons ça déjà. Et puis après, donc on fera l'exemple qui est en dessous, qui ressemble fortement au dernier exemple sur lequel je vous avais laissé dans la vidéo précédente. Sauf que là, on sera en dimension 4 au lieu d'être en dimension 3, mais l'idée est la même. Quand j'avais commencé à parler d'espace isomorphe, et justement, on se fera encore un petit peu les mêmes réflexions, enfin vous allez voir. Et ça nous amènera justement aux espaces isomorphes juste après. Voilà, alors donc la preuve de ce théorème de caractérisation. Alors je vais le faire là à côté. Donc là, c'est le 2, 3b. Donc théorème de caractérisation. Alors je le réécris pas, hein, vous l'avez sur votre poly. Je vais essayer de ne pas traîner non plus. Donc caractérisation des isomorphismes. Le premier des deux, mais vous avez bien compris qu'en fait c'est exactement la même chose. Voilà, mais bon, pour savoir quelle forme je prends, je précise quand même, je prends le premier des deux. Donc du coup, ben, on va supposer que les deux dimensions sont égales. Ah oui, pardon, j'ai pas écrit que je faisais la preuve. Alors, je sais plus quelle couleur j'avais prise à chaque fois, sûrement le rouge. Voilà. Donc, je disais, on suppose que la dimension de E et la dimension de F sont égales. On va même lui donner un nom. On est en dimension finie, hein, j'ai pas précisé. Bien sûr, c'est caractérisation des isomorphismes en dimension finie. Parce que justement, en dimension infinie, on peut quand même parler de dimension, hein, les dimensions seront égales à l'infini. Et le problème, c'est qu'elles risquent d'être égales sans pour autant que f soit un isomorphisme quand il est injectif. Voilà. Alors bon, on pourra détailler peut-être un peu plus pourquoi, mais l'idée étant que les infinis, entre guillemets, ne sont pas tous les mêmes. Voilà, c'est très vulgarisé ce que je dis. Mais voilà, quand j'ai deux dimensions qui valent 2, 2 égale 2, pas de souci. Quand j'ai deux dimensions infinies,
C'est pas pour autant que je vais avoir des espaces, entre guillemets, de même structure. Et donc, c'est pas pour autant que je vais pouvoir trouver un isomorphisme entre les deux. Donc, voilà, il faut vraiment être en dimension finie. Ce qui veut dire que je peux donc lui donner un nom, l'appeler n, en étant sûr que c'est un entier naturel, positif. Voilà, et ensuite, je suppose, on va poser en fait b qui est... Donc, comme on sait que la dimension c'est n, je peux prendre E1, En, une base de E, n'importe laquelle, mais une base. Et on va considérer donc f de b, on commence à avoir l'habitude, qui est donc l'ensemble, enfin la famille, pardon, des images des vecteurs de base de E. Donc tous les f de EI. Voilà, donc ça c'est rien du tout pour l'instant. Voilà, c'est juste une famille de f, du coup, hein, on arrive dans f. Alors, donc première chose, cardinal de f de b, c'est justement n aussi. Et qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que les deux espaces étaient de même dimension. Donc ça veut dire que le cardinal de la famille que j'ai obtenu, entre guillemets, déjà il est bon. C'est-à-dire que, enfin il est bon pour que la famille soit une base potentielle. Puisque j'obtiens exactement le même cardinal que la dimension de l'espace dans lequel je suis arrivée. Bon, ça part plutôt bien. Donc du coup, maintenant, je vais aller chercher les caractérisations des bases en dimension finie, mon idée étant de montrer que f de b est une base. Alors pourquoi ce sera intéressant? Parce qu'on a démontré juste au-dessus que si f de b est une base, alors f est un isomorphisme, et ça peut même aller dans les deux sens, c'est une équivalence. Donc ça c'est très bien. Alors c'est pas vraiment qu'on va démontrer d'ailleurs que c'est une base, puisque ça ne l'est pas nécessairement, on va juste démontrer l'équivalence, c'est-à-dire que si c'est une base, alors on a ce qu'on voulait, et vice-versa. C'est ça l'idée. Et on va en fait, d'abord, on va l'exprimer avec des bases pour pouvoir se ramener à ce qu'on a démontré juste au-dessus, puisqu'on avait la caractérisation par les bases. Et ensuite, on exprimera tout ça euh, en parlant vraiment du morphisme lui-même. Est-ce qu'il est isomorphe ou pas, injectif, surjectif, etc. Pour en revenir exactement donc à la façon dont c'est écrit dans le théorème. Je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, je vais le faire. Ce sera peut-être plus clair. Donc là, si j'utilise la caractérisation des bases en dimension finie, voilà, donc d'après la caractérisation des bases en dimension finie, donc qu'est-ce que ça nous disait cette caractérisation? Ça nous disait que justement, si la famille concernée avait bien le même nombre d'éléments, le même nombre de vecteurs que la dimension de l'espace, et nous c'est le cas, on en a n et la dimension de l'espace c'est n, alors, eh bien, cette famille, c'était une base, et si et seulement si f de b est libre, si et seulement si f de b est génératrice. Voilà, je pense que vous vous en souvenez, on l'a utilisé quand même régulièrement. Quand je sais que la famille a le bon nombre d'éléments pour être une candidate potentielle de base, il n'y a qu'à montrer ou libre ou générateur, et ça suffit. Donc en fait, f de b c'est une base, si seulement si, donc on a ces deux conditions possibles. Autrement dit, donc là vous allez voir ça tombe tout seul, je vais juste réécrire les choses d'un point de vue d'application. Donc f de b est une base de f, on a vu c'est équivalent à dire que f est un isomorphisme dans f. Ça on l'a vu dans la pardon, parce que j'écris en même temps, dans la proposition précédente. Donc, alors là, ce que j'ai fait, j'ai juste réécrit ça à la place de ça, puisque c'est équivalent d'après la proposition précédente. Bon, très bien. Donc ça, ce serait équivalent à f de b est libre. Sauf que f de b est libre, dans la proposition précédente, on a démontré que c'était équivalent à f injectif. Très bien. Donc là, j'espère que tout le monde m'a suivi. J'ai remplacé ça par équivalence là aussi. Et je termine, même principe, je pense que vous me voyez venir pour le dernier. F de b génératrice, pareil. On a démontré que ça revenait au même que de dire qu'elle est surjective, ou surjectif, tout dépend si on dit l'endomorphisme ou l'application. Pas endomorphisme, le morphisme, pardon, ou l'application.
Voilà, donc là, même principe, j'ai remplacé ça par ça. Et donc, je récupère exactement l'équivalence telle qu'elle est écrite dans le théorème. Et donc, on voit bien dans cette preuve qu'en fait, on avait déjà tout fait. C'est juste une réécriture, finalement. C'est une réécriture en prenant le point de vue des applications au lieu, enfin, de façon globale, au lieu de prendre le point de vue des bases, en fait. Des bases correspondantes aux ensembles de départ et d'arrivée. Voilà, bon. Donc, en fait, la preuve est terminée, hein, on a bien démontré ce qu'on voulait. Du coup, on retiendra bien que si, alors attention, hein, la condition est extrêmement importante, si les deux dimensions sont égales, alors être injectif, être surjectif, être bijectif pour une application linéaire, c'est pareil, en gros. Hein. En gros, c'est ça l'idée. Et bien sûr, en dimension finie, je le redis. Voilà, donc bon, ben, du coup, pour cette partie-là, on a déjà fait notre travail, hein, y a pas de... Puisqu'après, donc, la réécriture du théorème, j'en ai parlé, et donc il nous reste l'exemple, qui est intéressant, mais comme je vous disais, qui ressemble quand même beaucoup à l'exemple qu'on avait traité, bah, celui qu'on a traité juste avant. Mais c'est intéressant parce qu'on va aller voir d'autres choses. Enfin, on va voir aussi la même chose sur cet exemple-là avec une dimension de plus, mais on va voir aussi un autre aspect, à savoir donc, le noyau et l'image, puisqu'on nous demande ça là. Ah, on nous demande que le noyau, oui c'est vrai, on nous demande que le noyau, pardon. Donc en voyant le noyau, voilà. Donc on va aller voir un petit peu le noyau. C'est pas innocent, parce que on va voir que juste un petit peu plus loin, on va parler du théorème du rang, qui justement fait intervenir tout ça, donc c'est pas complètement innocent. Alors, donc cet exemple, je vais qu'à le traiter là en dessous, au moins on l'a sous les yeux. Donc on nous demande déjà de montrer que f est linéaire. Bon là pour le coup je vais pas le refaire, on l'a déjà fait dans l'exemple précédent. Je vous renvoie donc à l'exemple précédent. C'est exactement la même chose avec une dimension de plus, donc un paramètre de plus, mais c'est vraiment pareil. Hein. Donc voir exemple précédent où on avait exactement la même fonction, mais de R3 dans R2 de x. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas lu la fonction, j'espère que vous avez pris le temps de le faire. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment la même chose hein, que ce qu'on avait fait. J'ai un vecteur donc, de 4 scalaires, 4 éléments, A, B, C, D. Et ça, ça va renvoyer ax cube plus bx carré plus cx plus d. Autrement dit, les coefficients du vecteur au départ vont être les coefficients pour chaque x puissance i du polynôme. Voilà, donc bon, ça devrait vous parler. Le noyau. Donc voilà, ça c'est un petit peu plus intéressant parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure, enfin tout à l'heure dans la vidéo d'avant. Mais bon, en même temps, c'est pas, enfin, vous allez voir, c'est pas transcendant non plus, puisque on va pas très loin dans la réflexion. Hein. On cherche donc les vecteurs de R4 tels que leurs images, c'est-à-dire ax au cube plus bx carré plus cx plus d, soit égal à 0. C'est ça être dans le noyau, hein, c'est que l'image de tous ces éléments qui sont dans le noyau valent 0. Ce sont les antécédents de 0. Donc ça revient à chercher ça. Maintenant, on sait que... Ah pardon, j'ai mis un 4, là c'est un 3. On sait que x3, x carré, x et 1 forment une base de R3 de x. Donc c'est libre. Autrement dit, je peux faire une identification. On le sait déjà depuis qu'on a étudié les polynômes aussi. Et en déduire donc que A, B, C et D valent 0. Donc en gros, dans le noyau, il n'y a que ça. 0 fonctionne et il n'y a que lui, puisque justement, on s'aperçoit que quand on pose ça, ax cube plus bx carré plus cx plus d égale 0, la seule possibilité, c'est que chaque coefficient vale 0. Par liberté de la famille x cube, x carré, x et 1, ou bien, là, exceptionnellement, parce que vous le savez déjà, des polynômes, que justement on peut identifier, c'est parce que c'est une base, hein, justement, mais bon. Bon, bref. Donc, f est injective. Ça, je ne sais plus si on nous le demandait, mais on peut le dire. Donc, f est injective. Voilà. Justement, il y a un lien, pardon, hein, c'est parce que je suis en train de me dire, l'exemple, il va, oui. Donc, il va avec, a priori, le théorème qui est au-dessus. Alors justement, le lien avec le théorème, c'est que là, si on regarde bien ce qui se passe, là, on est de R4 dans R3 de x, donc on a deux espaces de même dimension. Donc c'est là où on se dit, ah tiens, le théorème qui est juste au-dessus va peut-être nous servir. Donc là, on peut dire, or, dimension de
R4 égale dimension de R3 de X. Ils sont tous les deux de dimension 4. Et donc, si on se réfère à ce qu'on vient de démontrer, on a dit que quand les dimensions sont égales, il suffit d'avoir qu'elle est injective pour qu'elle soit bijective, ou surjective pour qu'elle soit bijective. Et là, nous, justement, on vient de démontrer qu'elle est injective. Donc, je peux en déduire que F est bijective. Donc, F est bijective, autrement dit, comme elle est aussi linéaire, c'est un isomorphisme. Et donc, F appartient aux isomorphismes entre R4 et R3 de X. Voilà, donc ça c'est vraiment une application directe et pas très difficile de ce qu'on vient de voir, mais qui permet quand même finalement de voir ce qui se passe. On arrive quand même à montrer qu'elle est bijective sans faire grand chose, quoi. Donc c'est quand même bien. Et alors tout à l'heure je vous parlais du théorème du rang, parce qu'en fait je pensais qu'on allait aller jusqu'à l'image, mais non, en fait non. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je reparlerai quand on sera au théorème du rang, c'est pas un problème. En revanche, ça prépare un autre terrain, c'est celui des espaces isomorphes, puisque comme je l'avais dit sur l'exemple précédent qui était très proche, là aussi on a un isomorphisme entre R3 de X et R4. Donc ça voudra dire que ces deux espaces sont isomorphes. Autrement dit, qu'ils ont à peu près, enfin si, ils ont la même structure vectorielle. Voilà. Donc on retrouve justement cette idée qui arrive juste après, là, dans le grand 2, justement, le grand 2.4. Alors je vais juste vérifier qu'on a bien répondu à toutes les questions. Montrer que c'est quel linéaire, on en a parlé. Voilà, que peut-on en déduire alors effectivement, j'aurais pu dire aussi qu'on en déduisait que les espaces étaient isomorphes. Bon, on va en parler juste après, donc c'est pas la peine de l'écrire. Juste une petite remarque, parce qu'il y en a peut-être qui se la sont faites. Parce qu'en fait, dans l'exemple précédent, on a démontré aussi que les deux espaces étaient isomorphes, c'est-à-dire que cette fonction-là, enfin cette application, elle était bijective, on l'a démontré, mais d'une autre manière, on n'a pas calculé le noyau, on l'a fait avec les bases. Donc là, on aurait pu le faire aussi, bien entendu, puisqu'on a bien vu que les deux théorèmes de caractérisation sont équivalents, hein. Donc on aurait pu le faire là aussi, c'est-à-dire calculer l'image de vecteur d'une base, alors tant qu'à le faire la base canonique, on aurait obtenu 1x, x2, x3, x au cube, x carré je veux dire, et donc on aurait obtenu une base de R3 de x, et donc comme une base s'en va sur une base, ça signifie bien que f étant déjà linéaire, elle est bijective, donc un isomorphisme. Donc on aurait très bien pu le faire exactement de la même manière que l'exemple que j'ai traité avant. Voilà, bon, je pense que j'en ai assez dit là-dessus. Et donc justement, les fameux espaces isomorphes dont je vous parle maintenant depuis un petit moment sur les vidéos, ils arrivent. Et bon, finalement, il n'y a plus trop de surprises puisque je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va dire donc qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont isomorphes tout simplement qu'il existe un isomorphisme qui aille de l'un dans l'autre. Voilà, donc on est capable de trouver une fonction bijective et linéaire qui aille de E dans F. Et c'est pas rien quand même, hein. Bijectif plus linéaire, c'est quand même un combo qui est pas si simple que ça à trouver. Donc oui, il y en a quand même pas mal, des espaces qui sont isomorphes, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, hein. C'est pas du tout automatique. Alors justement, avant de passer à la partie d'après, moi je propose quand même qu'on donne quelques exemples d'espaces isomorphes, parce qu'en réalité vous en connaissez déjà beaucoup. Il n'y en a pas énormément, mais quand même, il y en a. Et voilà, vous en connaissez déjà pas mal. Donc c'est vrai que c'est intéressant à voir ça. Alors là, c'est le 2,4a. Donc je vais l'écrire là. Les exemples. Parce qu'il n'y en a pas qui sont prévus dans le cours. Quel exemple? Je ne donnerai pas forcément à chaque fois l'isomorphisme qui permet de lier les deux, ou alors juste à l'oral, parce que sinon c'est quand même un petit peu long. Alors, un premier exemple, justement, ce qu'on a déjà vu là, qu'on a déjà montré. Donc on a déjà montré que R3, ah oui, j'en ai pas parlé, il y a une notation, excusez-moi, c'est écrit, hein, mais je ne l'ai pas dit. Donc cette notation-là qui n'est pas égale, qui n'est pas non plus une seule vague, c'est donc donc c'est pas un équivalent au sens mathématique du terme. C'est donc vraiment une barre de égal, une barre tilde là. Et donc ça, c'est spécifique entre deux ensembles. On ne l'utilisera pas entre deux nombres ou entre deux vecteurs, hein. C'est spécifique entre deux ensembles. Ça veut dire isomorphe. Autrement dit, ça veut dire qu'il existe un isomorphisme qui relie les deux, enfin qui passe de l'un à l'autre. Et le 3, je ne l'ai pas mis où il faut, excusez-moi. Voilà, R cube, bien sûr. Isomorphe R de 2x.
Et on a vu aussi que R4 était isomorphe à R3 de X. On peut constater au passage que, en tout cas pour l'instant, ils sont isomorphes et en plus leurs dimensions sont égales. Bon, on verra si c'est si c'est une condition nécessaire ou pas, ou même ou suffisante. Bon. Alors après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que R2 n'est pas isomorphe à R3. On n'a pas tout à fait les mêmes propriétés dans R2 et dans R3. On le sait maintenant quand même, hein, puisque R2 c'est le plan, R3 c'est l'espace. Clairement, ce ne sont pas deux ensembles qui ont la même structure vectorielle, même si, pour le coup, là, c'est pour ça que c'est piégeux, ce sont des ensembles sur lesquels on peut mettre des lois très 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 similaires. Voilà, on peut très bien transposer beaucoup de choses de l'un à l'autre. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont isomorphes et qu'ils ont véritablement une structure vectorielle semblable. Voilà. 1 dimension 2, 1 dimension 3 là. Hein. Donc je reviens à chaque fois à mes histoires de dimensions, parce que ça va revenir juste après. Bizarrement, ils ne sont pas de ma dimension et ils ne sont pas isomorphes. Bon. Ensuite, après que vous connaissez les matrices, les 2-2. Donc les 2-2, on avait vu qu'il fallait 4 vecteurs pour les définir. Enfin, il faut donc c'est dimension 4, quoi. Hein. Il fallait une base avec 4 vecteurs dedans. Donc évidemment, une famille qui soit libre et génératrice, hein, donc une base. Alors je pourrais vous l'écrire, hein, l'isomorphisme qui relie les deux. En tout cas, il nous faut, vous commencez à le comprendre, je pense en termes de dimension, il nous faut de la dimension 4. Donc par exemple, on peut dire qu'il est isomorphe R4. Alors, que serait l'isomorphisme? Par exemple, je ne suis pas le seul, hein. Si je pars de M2, donc une matrice carrée de 2, et je veux arriver dans R4, bah, tout simplement, honnêtement, on va pas trop s'embêter, hein. Les 4 coefficients deviennent les 4 coefficients, mais d'un vecteur cette fois. Voilà. Et après, reste... là, vous voyez, on s'est mis d'accord, on s'est mis d'accord avec nous-mêmes, hein, mais on a choisi le fait que ce qu'on va écrire en deuxième dans le vecteur, ce sera celui qui est ligne 1, colonne 2. Voilà, j'aurais très bien pu faire ACBD, ça marchait aussi. Ou encore même plein d'autres. C'est vraiment un choix de ma part d'avoir écrit comme ça. C'est évidemment plus courant, hein, celui que je viens d'écrire. Voilà, donc après dans le même modèle, on peut dire aussi que M2 de R c'est isomorphe pardon, à R3 de X. R3 de X étant lui-même isomorphe à R4, donc bon, ça s'envisage. Donc là, quel serait l'isomorphisme? C'est le même genre, hein. Pardon, R3 de X. Donc même principe, si je pars d'une matrice ABCD, bien l'isomorphisme, ce serait justement ax cube plus bx carré plus cx plus d. Là aussi, c'est moi qui choisis l'ordre dans lequel je le mets, ça marcherait même dans un autre ordre. Et donc ces deux applications là que je vous ai écrites, on pourrait démontrer que ce sont des isomorphismes, justement, qu'elles sont donc linéaires et bijectives. Bon, dans le même genre, qu'est-ce qu'on a? Encore dans les matrices, là, tant qu'on est. Si je prends MNP de R, c'est isomorphe à R puissance n fois P. Pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire que j'ai n fois P coefficients dans la matrice, et donc il me faudra un vecteur n fois P, n fois P composantes pour pouvoir tout stocker toutes les informations qu'il faut pour retrouver la matrice. Voilà, bon, c'est déjà pas mal, hein, tout ça. Ensuite, peut-être autre chose que les matrices plus basiques, les fonctions. Si je prends vect de 1, donc la fonction constante, elle est... donc le sous-espace vectoriel engendré par la fonction constante, autrement dit toutes les constantes égales à 1, est isomorphe à vect de l'identité. Donc là, ça c'est... Alors, je vais m'écrire parce que... Donc tout ça là, ce sont les fonctions du type lambda fois 1. Autrement dit, toutes les constantes. Alors que ça, ce sont les fonctions du type qui à x associe lambda fois x. Puisque l'identité, elle, c'est x associe x, et je prends toutes les combinaisons linéaires de ça. Donc ça va être toutes les fonctions du type x renvoie sur lambda x.
Alors, donc pourquoi ils sont isomorphes? Eh bien justement, tous les deux sont de dimension 1, et on est bien dans l'espace des fonctions. Donc ce sont bien deux sous-espaces vectoriels en plus, enfin quoique ça c'est pas obligatoire, hein. Mais du coup on imagine très bien ce qui se passe. Et donc ils sont tous les deux de dimension 1, et l'isomorphisme que je pourrais prendre justement, c'est de dire bah, je remplace x par 1, et donc je vais passer de lambda x à lambda 1, et en fait je peux tout à fait montrer ça que c'est isomorphe. Donc, pas de souci, on a bien un isomorphisme. Bon, là, vous commencez à voir qu'il y a une condition, ça se voit hein, sur les dimensions, là, clairement. En fait, vous allez voir qu'on va le démontrer juste en dessous, donc je vais commencer à le dire clairement. Deux espaces seront isomorphes en dimension finie. Attention, là aussi, ça ne marche que pour la dimension finie. Si et seulement si, et ça c'est quand même très intéressant, ça va dans les deux sens, si et seulement si leurs dimensions sont égales. Donc non seulement s'ils sont isomorphes, alors ils ont une dimension égale, donc c'est une condition nécessaire, mais en plus, il suffit que leur dimension soit égale pour qu'ils soient isomorphes. Et ça, c'est quand même assez fort, parce que pour le coup, vous pouvez affirmer qu'ils sont isomorphes sans même avoir cherché un quelconque isomorphisme. Juste avoir des dimensions. Voilà. Voilà, donc bon, bah, dans le même genre, un cinquième, justement, si je m'appuie sur ces dimensions, admettons que je prenne les deux premiers vecteurs de base de R3 à la base canonique, bah, finalement ça va être isomorphe, ce sous-espace vectoriel engendré, donc toutes les combinaisons linéaires de ça va être isomorphe à n'importe quel sous-espace vectoriel engendré par deux vecteurs non colinéaires, c'est-à-dire qu'ils forment bien un espace de dimension 2. Voilà, par exemple, vous voyez, j'en prends deux vraiment au hasard, et ça fonctionne. Ils sont isomorphes. Donc j'en ai... Quand je vous disais il n'y en a pas beaucoup, j'entendais... parce que là, on est au sein d'une même structure, au sein de R3, donc forcément, là, il suffit que j'ai les mêmes dimensions et ils sont isomorphes. Donc je voulais plutôt dire que des exemples plus impressionnants, quoi, un peu plus... voilà, comme on a tout à l'heure, là, qu'on avait tout à l'heure entre Rn et Rn-1 de x, on n'en a pas tant que ça à notre disposition avec les connaissances qu'on a. Voilà. C'est quand même pas si évident que ça que les espaces soient isomorphes. Mais c'est vrai que après, des simples, disons, on en trouve quand même énormément en fait. Enfin, on en trouve même des infinités. Hein. Je suis pas sûre de m'être bien exprimée, c'est pour ça que je reprenais. Alors ensuite, donc, on arrive à cette fameuse proposition que je vous annonce depuis tout à l'heure et qu'on va démontrer, qui nous dit justement, donc si je l'affiche, que je suis en dimension finie, E et F, hein, les deux, l'ensemble de départ et d'arrivée. Et donc justement, E est isomorphe avec F, si et seulement si, dimension de E égale dimension de F. Et ça, on va le démontrer. Il y a quand même un petit peu de travail, alors c'est pas très long en fait, hein, c'est pas une énorme preuve, mais tout de même, il faut la faire. Alors, donc on y va. Donc là, c'est j'ai dit 2, 4B. Donc 2, 4B, preuve, proposition. Il n'y a qu'une proposition. Donc, enfin, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc, pas besoin de préciser laquelle. Et là, pour le coup, on a une équivalence à démontrer. Alors, tout à l'heure aussi, on a réussi à faire 100 parce que c'était quasiment la même chose que le théorème précédent, enfin, sans détailler, sans décomposer l'équivalence. Là, en revanche, bon, on va devoir faire les deux sens. Donc, je rappelle quand même ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer qu'en dimension finie, alors je ne l'écris pas, mais vous l'avez sur vos feuilles, E isomorphe avec F équivalent à dimension de E égale dimension de F. Donc, on va faire par exemple le sens direct pour commencer, ce qui veut dire qu'on suppose que E et F sont isomorphes. Voilà, et on va essayer de montrer qu'alors dimension de E égale dimension de F. Alors, qu'il soit isomorphe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe F appartenant, enfin F qui est un isomorphisme, quoi, hein, de E dans F. Bon, on va poser, tant qu'à faire, on va donner un nom vu qu'on est en dimension finie. On donne un nom à la dimension de E. Et comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude, on prend une base E, un EN de E, comme on sait que sa dimension c'est N, on peut l'appeler comme ça. Bon, ben vous allez voir qu'en fait ce sens-là, il est presque fini déjà. F, elle est bijective, puisqu'on a supposé que c'était un isomorphisme de E dans F. Donc comme elle est bijective, d'après la caractérisation qu'on a vue, par les bases des isomorphismes, F de B, c'est une base de F.
Donc ça, c'est vraiment la... Attendez, je finis d'écrire. C'est vraiment donc la caractérisation par les bases et les isomorphismes dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'affirmer ça. Et donc en quoi c'est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a n vecteurs, autrement dit un cardinal n pour une base de f. Ça veut dire que la dimension de f c'est n. Et donc, dimension de f égale n, puisque là on tient une de ces bases et elle a n vecteurs. Et n, rappelez-vous, c'est aussi la dimension de e. Donc j'ai bien dimension de f égale dimension de e. Donc ce sens-là, ça ne nécessitait pas énormément d'efforts non plus. On va voir que l'autre sens est franchement assez simple aussi. Donc maintenant, dans l'autre sens, on suppose que dimension de e égale dimension de f. Et à l'inverse, on va essayer de montrer que e et f sont isomorphes. Alors, comme leurs dimensions sont égales, d'ailleurs on va le donner un nom, on va l'appeler n. On va prendre donc une base de e, une base de f. Donc la base de sans surprise, on va l'appeler E1, En. Et l'autre, dans f, on va faire F1, Fn. Voilà. Donc de E, et on va l'appeler B', F1, Fn, une base de F. Voilà. Et donc, alors ça, on remonte encore un petit peu plus loin. On l'a déjà réutilisé dans nos preuves là, dernièrement. On avait vu qu'il existe une seule application linéaire de E dans F qui va envoyer justement les EI sur les FI. Nous, on les avait appelés YI à l'époque, à l'époque, c'est-à-dire à ce moment-là du cours. Voilà, donc il existe une seule application de E dans F telle que, quel que soit I entre 1 et N, f de EI soit égal à FI. Donc c'était justement le théorème du 1,5a, si je me rappelle bien. Voilà, alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ce qu'on peut dire là, c'est que les FI, on sait déjà qu'ils forment une base, autrement dit les F de EI aussi. Et donc, en fait, là, on vient de montrer qu'on a une famille, alors je ne l'ai pas encore écrit, mais je viens de le dire, on a une famille des images de vecteurs d'une base de E qui donne une base de F. Donc, d'après la caractérisation qu'on a vue, ça veut forcément dire que l'application linéaire en question, donc ici F, est bijective. Et comme elle est linéaire aussi, et ben ça va être un isomorphisme de E dans F. Et à partir du moment où on a trouvé un isomorphisme de E dans F, c'est que les deux espaces sont isomorphes. Voilà, je ne sais pas si tout le monde m'a suivi, mais je vais l'écrire. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? F1 jusqu'à Fn, que je peux écrire aussi, d'après ce qu'on vient de, justement, d'écrire. Je peux écrire aussi F de E1, pardon, pas I. Ok, tout enlever. F de E1, En est une base de F. C'est comme ça qu'on l'a défini. Rappelez-vous, c'était B'. C'est égal à B' en fait. C'est une base de F. Et donc justement, d'après la caractérisation des isomorphismes, alors F est bijective. Et on savait déjà qu'elle était linéaire puisqu'elle avait été définie comme ça d'après la proposition, enfin le théorème du 1,5a. Donc comme elle est bijective, elle appartient aux isomorphismes de E dans F. Voilà, donc ainsi, on a bien, comme on a trouvé un isomorphisme entre E et F, on a bien E qui était isomorphe à F. Voilà donc pour cette proposition qui est importante, qui est importante. Qui est importante parce que justement, déjà ça permet d'être sûr qu'il existe un isomorphisme. Et alors selon les situations, on n'a pas forcément besoin d'en savoir plus. Donc à retenir cette proposition également. Bon là on a vu beaucoup de résultats qui étaient importants, c'est pas le seul, mais voilà, je le dis quand même.
Bon, donc j'ai pas rajouté de preuves là à tout ça, je pense que on comprend quand même bien les idées là, et après on a aussi des exercices de TD, donc je rallonge pas. Et donc on arrive au grand 3 dont j'ai parlé un petit peu déjà, mais rapidement, et puis surtout on en avait déjà parlé, du rang, on en avait parlé, mais bon, dans un contexte avec les espaces vectoriels, hein. On est dans le même contexte en fait, hein, c'est la même chose, sauf que là, on va définir le rang d'une application linéaire. Donc on va voir encore que, bon, évidemment, c'est une histoire de dimension d'espace vectoriel, comme on l'avait vu, de sous-espace vectoriel, mais d'un sous-espace vectoriel particulier. C'est pour ça que c'est pas non plus le même rang, même si on est très proche quand même dans le type d'objet qu'on manipule. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler le rang d'une application linéaire? En fait, sa définition elle est assez simple, hein. Alors attendez, je vais juste mettre donc le nombre, on est au grand 3, et je vais quand même l'afficher à l'écran. Voilà. Donc le rang d'une application linéaire, c'est déjà écrit là sur votre cours, c'est exactement la dimension de IMF. IMF, rappelez-vous, c'est un sous-espace vectoriel, tout ça on a démontré déjà, de l'espace d'arrivée. Donc comme c'est un sous-espace vectoriel, il a sa dimension, et en plus, tant qu'à faire, si on se place en dimension finie, euh, ah oui, je suis en train de voir que c'est écrit justement, IMF est de dimension finie, si f est dimension finie, j'y arrivais, alors on dira justement que f est de rang fini. Et j'irai même encore plus loin, ça doit sûrement être écrit ailleurs, je vais voir. Si en plus on sait que l'ensemble d'arrivée est de dimension finie, donc grand F, ça veut dire que forcément ces sous-espaces vectoriels sont de dimension finie, donc autrement dit, IMF est de dimension finie, et donc F sera de rang fini. Ah bah oui, c'est écrit dans la remarque, voilà. C'est ce qui est écrit juste en dessous. Donc voilà, c'est important parce que finalement, du moment où je sais que je travaille en dimension finie, alors là pour le coup, espace de départ et espace d'arrivée, eux de toute façon ils étaient déjà supposés en dimension finie, là je vois que c'est pas écrit, mais... Donc du moment où on sait qu'on travaille en dimension finie, on sait qu'on aura un rang fini. Et donc ce rang, c'est la dimension de IMF. Donc finalement, on sait déjà faire, puisqu'il suffit de considérer IMF comme un espace vectoriel, hein. Donc on sait calculer sa dimension, on a déjà vu ça sur des tas d'autres exemples. Donc voilà, simplement, il faut se souvenir que c'est ça. Bon, sur la partie donc définition, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vous invite à reprendre tous les exemples qui avaient été vus, puisqu'on en a calculé un certain nombre de fois des IMF. Et justement, et on avait écrit la dimension générale, et d'aller voir quel était le rang du coup de l'application, puisque c'est vraiment exactement la dimension de IMF. Donc si on a trouvé par exemple que IMF c'était égal à R3, comme tout à l'heure là, c'est que sa dimension c'est 3. Et donc, c'est que son rang, le rang de l'application, c'est 3. Voilà, tout simplement, en fait. Hein, c'est pas... Sincèrement, c'est pas plus compliqué que ça. Après, ce qui va être plus intéressant donc, sur ce qu'on appelle le rang de d'une application linéaire, c'est que on va pouvoir le combiner avec la dimension du noyau et obtenir quelque chose d'intéressant. C'est ce qui va s'appeler le théorème du rang, justement. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait remarquer ça quand on avait fait... on avait plusieurs exemples à chaque fois à la suite, et on les avait appliqués pour le noyau, pour l'image, etc. Et je vous avais fait remarquer que quand on additionne la dimension de l'image et la dimension du noyau, donc autrement dit le rang de l'application et la dimension du noyau, on obtient à chaque fois la dimension de l'espace source, donc de l'espace de départ. Eh ben, c'est vrai, c'est ce qu'on va appeler justement le théorème du rang, et qu'on va démontrer là maintenant. Et on va voir que la démonstration, alors elle est accessible, mais bon, vous ne l'auriez pas sorti tout seul. Donc bon, c'est encore une fois un bon exercice. Il y a quand même un petit peu à faire, quoi. Voilà. Disons que ça pourrait être un exercice, mais avec des questions subsidiaires, hein. Voilà, bon, en gros, quand on aura démontré ça, on aura fini pour cette fois, parce que c'est déjà pas mal. Et je vous inviterai après à aller voir les exercices, que ce soit dans le TD ou dans le DL, qui justement utilisent ce théorème. Et alors là, pour le coup, les exercices qui utilisent ce théorème sont très nombreux. C'est un théorème qui a beaucoup d'applications, qui est vraiment central dans ce qu'on peut faire en algèbre linéaire, en sup et en spé. Voilà, très intéressant. Et donc, démontrons ça. Alors, il est à l'écran là, hein, voilà. Bon, j'ai tout dit, hein, mais je vais quand même voilà, juste reformuler. Donc, on est d'accord, d'après ce que je viens de dire, on est bien en dimension finie pour E, pas forcément pour F,
parce que, en fait, du moment où on a... Ah oui, d'accord, c'est pour ça que ça n'avait pas été écrit dans la définition tout à l'heure, oui. Parce qu'on n'avait pas forcément mis que E était de dimension finie. Et oui, c'est pour ça qu'on parlait de grand F. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'effectivement, on pourrait ne pas avoir E de dimension finie et avoir un rang fini, puisqu'il suffit que l'image de F soit de dimension finie. Mais pour le théorème du rang, comme on a besoin de la dimension de E, qui est l'espace de départ, on va quand même se positionner avec E de dimension finie. Et en revanche, si E est de dimension finie, alors forcément F sera de dimension finie. C'est pour ça que là, dans ce cas-là, on n'impose pas que grand F, lui, soit de dimension finie. Voilà, bon, je sais que c'est un peu technique là, ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me redemander si c'est pas clair. Voilà, en tout cas, donc pour le théorème du rang, comme on a besoin de la dimension de E, de l'espace de départ, on fait une addition qui est censée être égale à ça, donc on ne doit pas avoir des infinis, hein, et donc on doit être avec E en dimension finie. Du coup, on va essayer de démontrer que le rang de F, donc c'est-à-dire la dimension de l'image de F, plus la dimension du noyau, est toujours égal à la dimension de l'espace de départ. Allez, allons-y. Où je vais le faire? Voilà, à côté, on va le faire là. Donc là, on est dans le grand 3... Non, oui, non. Grand... Si, c'est ça. Si. Grand 3, 2. Voilà. Et j'avais bien suivi, en fait. Théorème du rang. Le théorème, bon, je vais juste écrire ce qu'on veut démontrer, mais je n'écris pas les hypothèses, on les a. Donc montrons que le rang de F, c'est-à-dire dimension, vous pouvez l'écrire comme ça d'ailleurs, dimension de im de F si vous préférez, plus la dimension du noyau de F est égale à la dimension de E. Et E, attention, toujours espace de départ ici. C'est pour ça que vous n'avez pas de condition sur le fait que l'espace d'arrivée soit de dimension finie. Et puis aussi, c'est parce que si, j'ai dit tout à l'heure, si E est dimension finie, alors forcément F le sera. Donc en fait, tout est bien dimension finie du moment où E est dimension finie. Donc on est bon, on a les bonnes conditions. Bon, alors, preuve. Donc preuve du théorème du rang. Et ça, pour le coup, essayez bien de vous souvenir de son nom. Parce que normalement, quand on l'utilise, on le cite. C'est un peu comme Pythagore, quoi. Hein. C'est d'après le théorème du rang et blablabla. Donc, essayez vraiment de retenir qui est le théorème du rang. Alors, bon, ça va commencer un petit peu technique, mais en même temps, c'est des choses qu'on a vues. Hein. Comme E est dimension finie, justement, hein, c'est important. Comme E est de dimension finie, on peut déjà dire qu'il existe un supplémentaire, parce qu'effectivement, on va utiliser les espaces vectoriels supplémentaires dans cette preuve. Donc, il existe un supplémentaire de KRF du noyau. Un supplémentaire H, on va l'appeler, de KRF dans E. Autrement dit, j'aurai H en somme directe avec KRF qui serait égal à E. Et ça, je suis sûre que c'est vrai. Ça avait été démontré. Là, pour le coup, c'était dans le 10... je ne sais plus, c'est 10A ou 10B. On avait démontré que ça, c'était toujours vrai. On avait même parlé de codimension. C'est-à-dire que la dimension de H, c'est la codimension de KRF. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, voilà. Donc, ça signifie deux choses. Alors, je vais l'écrire parce qu'on va s'en servir. Et au moins, on remet bien les choses à plat. On a donc pour vous rappeler, somme directe, ça veut dire que H inter KRF est réduit au neutre. Donc j'ai cette information dont je dispose et que je peux utiliser. Et aussi, j'ai que la somme des deux est censée recouvrir tout E. C'est à ces deux conditions que les espaces sont supplémentaires. Bon, alors pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que si on arrive à montrer que... Et je l'écris pour que ce soit bien clair. Je pourrais me contenter de le dire, mais je vais l'écrire. Si on arrive à montrer que H et IMF ont la même dimension, parce que, rappelez-vous qu'il y a quand même IMF dans l'histoire, hein, normalement, ont la même dimension, alors on aura
S'ils ont la même dimension, ça veut dire que donc j'ai dim h égale dim f, autrement dit le rang. Hein. Voilà, donc ça c'est le rang de f. Et h, justement, la dimension de h, comme h et kerf sont supplémentaires, ça veut dire que dimension de h plus dimension de kerf est égale à la dimension de e. Ça, on l'avait vu aussi. Donc du coup, je peux dire que dimension de h, ce serait dimension de e moins dimension de kerf. Justement, hein, c'est ce qu'on avait appelé la codimension de kerf. Et donc si j'arrive à montrer ça, regardez bien ce qui se passe. Dimension de E, si je mets dim KRF de l'autre côté, hein, ça me fait dimension de E égale dimension de KRF plus rang de F. Exactement ce que je veux montrer. Donc je me rends compte que clairement, si j'arrive à montrer que H et IMF ont la même dimension, c'est gagné. Donc on va essayer de montrer ça. Autrement dit, on va essayer de montrer qu'ils sont isomorphes. C'est pour ça qu'on vient de voir ce que c'est isomorphe. On en avait besoin. D'accord ? Être isomorphe, justement, c'est avoir la même dimension, en fait. C'est ce qu'on a démontré juste avant. Donc, autrement dit, il suffit de montrer que H et IMF sont isomorphes. Et pour montrer qu'ils sont isomorphes, il faut trouver un isomorphisme qui passe de l'un à l'autre. Et c'est là où, parce que bon, jusque-là, si on vous aide, si on vous donne un petit peu la trame, vous y arrivez. C'est là où, on est un petit peu obligé de vous le sortir du chapeau. Je pense que vous ayez l'idée tout seul de qui va être ce candidat, cet isomorphisme. Donc moi, je vais vous le donner, puis on va montrer justement que ça marche. Donc montrons que, en fait, tout simplement, on va prendre le même f, mais restreint à h. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de E, je pars de H, et j'arrive quand même dans IMF, puisque je calcule quand même des images par F, sauf que j'ai réduit l'espace de départ, qui à X associe donc F de X, mais que sur une partie des X que j'avais à l'origine. Et donc on va essayer de montrer que cette application est un isomorphisme. Et si ça fonctionne, comme c'est un isomorphisme entre H et IMF, ça voudra dire qu'ils ont la même dimension. Ils sont isomorphes, et donc ils ont la même dimension. Et dans ce cas-là, pour les raisons que j'ai déjà expliquées, ce sera gagné. Voilà, donc on va s'attacher à montrer que c'est un isomorphisme, mais c'est pas si simple. Alors, il faut déjà montrer qu'elle est linéaire, ça c'est aucun problème. En revanche, ce sera moins facile après de montrer qu'elle est bijective, mais on va y arriver. Alors, elle est linéaire, alors là, je ne vais pas m'étendre, elle est linéaire parce qu'elle est flée, tout simplement, et parce que H est un sous-espace vectoriel, donc il peut tout à fait être un espace de départ d'une application linéaire. Donc lui, il ne pose pas de problème. Et l'application, elle découle d'une application qui était déjà linéaire, donc elle est linéaire. Donc elle est linéaire car F l'est et H SEV, on l'a défini comme ça, hein, c'est un SEV supplémentaire. SEV de E. Bon, donc elle est linéaire, déjà, c'est un bon début. Maintenant, pourquoi elle serait bijective ? On va essayer de montrer donc qu'elle est injective et qu'elle est surjective. On a du mal à montrer les deux en même temps, donc c'est pas grave, on va le faire séparément. Alors, injectivité déjà de F restreinte à H. On va le faire par le noyau. Bon, ça tombe assez vite, vous allez voir. Donc le noyau de F restreinte à H, ce sont les X appartenant à H tels que F de X égale à 0. Autrement dit, ce sont les X, parce que ça veut dire que X appartient au noyau, ça, de F. Donc ce sont les X qui appartiennent à la fois à H et au noyau de F. Donc, ils sont dans l'intersection des deux. Or, qu'est-ce qu'on a vu, nous, dans notre première information ? Rappelez-vous, je vous ai dit, on va s'en servir. H inter KRF, c'était restreint au neutre. Donc ça, là, c'est exactement le neutre. Ce qui veut dire que X, il n'a pas trop le choix. C'est forcément 0. 0 de E. Voilà, donc ça, c'est d'après info 1. Et donc, comme il n'y a plus que 0 dans le noyau, c'est que F elle est bien injective. FH, pardon. F restreinte à H. Est bien injective. Voilà, et surjective, il va y avoir un peu plus de travail. Donc, surjectivité de F restreinte à H. Alors, pour être surjective, il faudrait montrer que
im de f restreinte à h est égal à son espace d'arrivée. Son espace d'arrivée, c'est im f. Donc en gros, il faut montrer cette égalité. Un sens déjà, alors attendez, peut-être que d'abord, il faudrait... Moi, je vais quand même d'abord vous écrire, avant de commencer les sens et tout ça, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait, parce que ça permet de voir déjà une chose. Donc dans im f restreinte à h, il y a quoi? Ben, en fait, il y a toutes les images par f dx appartenant à h. Il y a ça. Alors que si je prends im f, enfin c'est le même principe, hein, c'est les f de z avec z appartenant à e. Et e, je sais que c'est égal à h somme directe KRF, d'après la définition de h qu'on a donnée au tout début. Voilà, donc en gros j'ai ces deux définitions et il faut que je montre qu'elles coïncident, que les deux ensembles sont égaux. Et je vais faire une double inclusion, hein. Donc il y a une première inclusion qui est évidente, c'est celle-là, tout simplement parce qu'on voit bien que quand je prends donc un élément de f de im f restreinte à h, c'est un f de x avec x qui appartient à h, mais h est inclus dans e. Donc ce f de x, c'est aussi un f de z avec z appartenant à e. Donc il est bien dans im f. Donc ça, c'est immédiat, hein. Il n'y a pas de spécial à dire. Comme f restreinte à h, c'est qu'une réduction du f de départ, forcément ces images, elles sont incluses dans les images de f. Incluses. L'autre sens est beaucoup moins évident. Donc on va s'y atteler un petit peu plus rigoureusement. Alors l'autre sens, donc l'idée ce serait de prendre un élément dans im f et de montrer qu'il appartient aussi à im f restreinte à h. Donc si je le prends dans im f, ça veut dire qu'il s'écrit f de quelque chose lui-même. Donc il existe z appartenant à, donc je vais prendre dans e, tel que f de z égale a. C'est ça, dire que a appartient à im f. Donc là, maintenant, il faudrait que je trouve... En fait, il faudrait que je montre que a est dans l'autre im, là, dans im de f restreinte à h. Donc il faudrait que je trouve un élément de h, cette fois précisément, dont l'image vaut a. Donc j'arrive à écrire a comme f de quelque chose appartenant à h. On va y arriver, en fait. Vous allez voir. Ce z là. Or, z appartient à e, donc... Et e, il s'écrit, vous vous souvenez, h, somme directe KRF. Voilà. Donc comme il s'écrit comme somme directe comme ça veut dire que tous les éléments de E peuvent s'écrire comme somme d'un élément de H plus un élément de F, de KRF. Donc je peux dire que Z s'écrit X plus Y avec X et Y appartenant respectivement à H et KRF. Voilà ce que je viens de dire. Donc lui, il appartient à H et lui, il appartient à KRF. Bon, et maintenant alors, si je réutilise l'information qui dit que f de z égale a, finalement ça revient à dire que f de x plus y égale a, autrement dit f de x plus f de y égale a, parce que f est linéaire, hein. Et f de y, ça vaut 0, car y appartient au noyau de f. Par définition de notre écriture de z, là, du début, juste au-dessus. Et donc, du coup, a égale f de x. Et f de x, justement, x appartient à h. Donc, ça, là, ça appartient à im de f restreint à h. Et donc, c'est gagné, parce que là, je peux en déduire que a appartient à im de f restreint à h, ce qui signifie que on a bien l'inclusion qu'on voulait. On est parti d'un élément de im f, on est arrivé à ce même élément qui se trouve être dans im f restreint à h. Et donc comme j'ai mes deux inclusions, j'ai mon égalité. Je peux dire que im f restreint à h égale im f. Donc f est surjective. Et comme elle était déjà injective, elle est bijective. Donc conclusion, et ça y est, on a quasiment fini. F est bijective et linéaire,
Donc c'est un isomorphisme de H dans IMF, d'où H et IMF, du coup, ils sont isomorphes, et donc ils ont la même dimension. Or, ça, c'est égal au rang de F. Et ça, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, quand je vous expliquais pourquoi on faisait ça. Grâce à la somme directe, là, comme H somme directe KRF égale E, ça veut dire que la dimension de H, c'est forcément dimension de E moins dimension de KRF. Autrement dit, la codimension de KRF. Et donc, si je récupère toute cette égalité, j'obtiens bien le théorème du rang. Autrement dit, dim KRF plus rang de F, plus égale dimension de E à apprendre par cœur. Voilà, ce qui veut dire, on pourrait mettre en remarque, ce qui veut dire qu'il suffit finalement d'avoir la dimension du noyau ou la dimension de l'image pour obtenir l'autre, à condition évidemment de connaître la dimension de E et d'être en dimension finie. Mais sinon, finalement, on obtient assez facilement la dimension de l'un par rapport à l'autre. Et comme je vous disais, on l'avait déjà remarqué. Là, finalement, on ne fait que démontrer des choses qu'on a remarquées sur les exemples. Et c'est très bien parce que j'espère du coup que vous avez quand même une intuition vis-à-vis de tout ça qui vous permet de bien comprendre de quoi on parle. Voilà. Et donc, je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai tout dit. Oui, alors là je vois dans le cours, il y a la remarque, on peut également prouver la caractérisation des isomorphismes en dimension finie à l'aide du théorème du rang. Effectivement, il aurait fallu faire les choses dans l'autre sens, mais il aurait fallu donc dans ce cas démontrer d'abord le théorème du rang et ensuite revenir. Effectivement, on peut aussi l'utiliser pour démontrer les équivalences de tout à l'heure avec la caractérisation des isomorphismes. Voilà, donc ça, pardon, c'est pas ce qu'il y a à l'écran. Voilà, démontrer donc ça, on aurait pu. Bon, après, les cours sont ainsi faits, c'est-à-dire qu'on fait un choix de parcours dans l'épreuve pour que ça reste cohérent et qu'à chaque fois qu'on ait besoin d'utiliser quelque chose, on l'ait déjà démontré avant. Mais parfois, il y a plusieurs possibilités. Voilà, bon, je pense que pour toutes les nouveautés là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc bon, on avancera sur la suite la prochaine fois qu'on se voit sûrement. J'espère en tout cas que, bon, dans l'ensemble, c'est quand même assez clair et que ça rejoint bien ce que vous aviez compris finalement. Et voilà, et on a formalisé, mais j'espère que ça vous est pas parfaitement étranger là, tout ce que j'ai dit et tout ce qu'on a démontré, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il reste des questions. Et en attendant, eh bien, merci pour votre écoute en tout cas, et à très bientôt.